Salut à tous, c'est Constant qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce débrief du Game 7. Le Thunder l'a fait. Le Thunder l'a enfin fait. Le Thunder est enfin parvenu à se débarrasser des Nuggets direction et finale de conférence avec un affrontement face aux Wolves. Et pour débriefer ce Game 7, je suis accompagné de la même personne qui m'avait accompagné lors du débrief du Game 6. On est un peu plus heureux comme on l'avait dit à la fin du Game 6. Tom, comment vas-tu? Ça va, ça va. Là, vous allez nous entendre dans un podcast Thunder Nuggets sans qu'on râle. Donc c'est quand même, Ouais, où il y a une victoire, incroyable. c'est clair. C'est quand même une autre ambiance. Mais ouais, très content, comme tu l'as dit. Ok, s'il a fait. C'était rack, c'était dur. Même si ce match-là, on va en parler, c'est un beau blowout quand même au final. Mais oui, ok, s'il a fait. Ok, s'il a réussi à s'en sortir en 7 face aux Nuggets. Et ouais, très content. Et les finales de conf arrivent très très vite là pour le coup, parce que le calendrier de la NBA est quand même très surprenant. Les séries de l'Est se sont finies avant celle-ci, mais que les finales de conférence commencent après celle de l'Ouest, c'est particulier comme comme manière de fonctionner. Mais oui, voilà, on est très content. Parce qu'OKC, on le sait déjà, aura fait mieux que l'an dernier en finale de Ouais, conférence, même si les ambitions sont tout autres. ouais, c'est clair, c'est clair. Mais effectivement, ok, si on aura passé un stade où peut-être, justement, ce sera l'occasion potentiellement d'en parler dans ce podcast. Mais effectivement, alors ça peut s'entendre. Ma voix est un petit peu cassée. Bon, il est possible que j'ai un peu haussé la voix sur certaines actions hier soir. Bon, bref, vous m'en excuserez. Mais dans tous les cas, avant toute chose, je voudrais faire un grand bravo aux Nuggets parce que cette série, bon, c'était l'une des séries les plus serrées de tous les playoffs, comme le Clippers Nuggets, c'était déjà l'une des séries les plus serrées de tous les playoffs. Donc pour faire une grande série, il faut deux équipes. Donc bravo à ces Nuggets qui ont été résilients, qui ont fait preuve d'une certaine abnégation pour emmener ce Thunder au bord du gouffre. Franchement, à trois reprises, on va en parler, hein. Mais le quatrième quart-temps du Game 4, le quatrième quart-temps du Game 5 et ce tout début de Game 7 te met quand même OKC au bord du gouffre. Et voilà, c'était peut-être l'équipe qu'il fallait pour faire mûrir cette équipe du Thunder. Et ce qu'ils ont fait avec un coach intérimaire, avec un Michael Porter Jr. qui n'avait qu'une épaule, avec des rotations très limitées, même avec Aaron Gordon qui, bon, on sait pas combien de piqûres de cheval il a pris pour jouer ce Game 7, mais il a quand même fait une première mi-temps au moins qui était correcte. Donc voilà, bravo à ces Nuggets. Je pense que l'avenir sera un peu plus incertain pour eux parce que il y a beaucoup de trades, à mon avis, qui vont arriver avec l'arrivée de justement d'un nouveau GM et beaucoup de considérations salariales. Payer Christian Brown aussi, qui a été absolument incroyable sur une bonne partie de la série. Enfin voilà, bravo aux Nuggets, bravo aux supporters des Nuggets aussi. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont passés par là. On a pu les voir en commentaire sur le match 6. Donc voilà, un grand bravo à eux sur cette série. Et puis potentiellement, on pourra les remercier si OKC vient à aller encore plus loin que ces finales de conférence, parce qu'ils ont vraiment aider le Thunder à franchir un cap et peut-être aider le Thunder à faire mûrir. Avant, du coup, de débriefer ce match, n'hésitez pas à vous abonner puisque la saison du Thunder est pas terminée. Donc, les débriefs de playoffs ne le sont pas non plus. Vous pouvez vous abonner partout, sur Twitter, sur cette chaîne YouTube, sur Twitch. Vous pouvez mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Vous pouvez mettre des petits pouces si la vidéo vous plaît. Vous pouvez bien sûr laisser votre ressenti en commentaire. Et puis, on va partir pour débriefer ce Game 7. Encore une fois, c'est un Game 7, donc c'est un blowout, hein, puisque tous les Game 7 sont des blowouts depuis un sacré paquet d'années. Depuis le tir de Kawhi, j'ai envie de dire quasiment, il y a que des blowouts en Game 7. Mm. Depuis justement le double soir de Game 7, on avait le Blazers Nuggets et on avait le Raptors Sixers, où c'était deux Game 7 magnifiques. Bref, victoire 125-93 du Thunder avec un premier carton. En tout cas, 5-6 premières minutes où, Ah, ça franchement, tremblait, hein. Ah, ça tremblait, hein. Pas bien, hein. ça tremblait beaucoup. Et comme j'ai dit, les Nuggets qui mettent OKC face à l'abysse, quoi, au bord du gouffre, avec un 26-16, enfin un lead de 26-16 pour Denver à une minute du terme du quart-temps. Et voilà, c'est un premier quart-temps, on en reparlera, Tom, mais où OKC est pas du tout dans le bon tempo, où il y en a certains qui commencent déjà à craquer, où les tirs commencent à déjà être refusés, ou alors les tirs à 3 points tombent pas dedans, puis tu commets beaucoup de fautes. Enfin bref, un début de carton qui est assez catastrophique dans l'intensité. Moi, quand il y avait 21-10 Nuggets, j'avais C'est dit que c'était déjà 21-10, ouais. fini. Mais il y a 21-10 le 26-16 premier aussi. run. Ouais, 21-10, mais le 26-16 sera frappant parce que va y avoir un petit swing justement dans ce deuxième carton où OKC fait
Je sais pas si c'est le plus beau carton de la saison, je sais pas si voilà, c'est ça. En tout cas, c'est un carton extraordinaire. Ça, j'ai même envie de dire, c'est une deuxième moitié de carton extraordinaire. J'ai même envie de dire que allez, les 3 dernières minutes, à partir du moment où il y a 42-41, quand Jamal Murray met son jumper à mi-distance et que Mark Denol prend temps mort, c'est peut-être les plus belles 3 minutes 10 de l'ère chez Gilgeous Alexander, en tout cas. De l'ère de toute l'histoire du Thunder, je pense pas. Par contre, ces 3 minutes 10 pour finir la première mi-temps sont magiques. Il y a un truc complètement magique avec les 3 points qui tombent dedans. Avec Caruso, on en parlera bien sûr. Extraordinaire Caruso qui force des turnovers à gogo. Enfin, Denver ne sait absolument plus quoi faire. Et tu fais pas un énorme run, puisque entre guillemets t'es que à plus 14 à la mi-temps, mais il y a un truc magique sur ces 3 minutes 10, la salle est en fusion. Vraiment, c'est ces 3 minutes 10 qui sont parfaites. C'est un peu ce qu'on avait dit quand on avait couvert le débrief du Game 6, où c'est exactement ce qu'il aurait fallu faire. Et ben c'est ce que tu as fait sur cette mi-temps de Game 7. Donc ok, ici, prends donc le large 60-46 à la mi-temps, et puis à partir de là, tu déroules, hein. J'ai envie de dire, dans le troisième quart-temps, tu laisses aucune opportunité à Denver pour revenir, puisque les 2 premières possessions du troisième quart-temps, c'est 2 turnovers pour Denver, plus une flagrante en plus d'Aaron Gordon. Et à partir de là, le Thunder a déroulé tranquillement, emmené évidemment par Alex Caruso, qui, je n'ai pas fait le récap, mais je le dis, est l'homme du match. Voilà, c'est le C'est moi qui l'ai MVP. fait. Voilà, ah, d'ailleurs, j'ai sweepé les Nuggets. C'est vrai. J'ai sweepé les C'est vrai. Nuggets. J'ai sweepé, voilà. On a hésité à mettre Constant MVP sur le récap, hein, mais Non, finalement, fallait pas. à la majorité, ça a été chez Gilgeous Alexander, mais Non, attention. alors que le vrai MVP, c'est Alex Caruso. Et on peut même débattre sur le fait que J-Dub est plus MVP que chez Gilgeous Alexander. Mais bon, bref. Toujours est-il que le Thunder passe un tour. Tom, évidemment, je vais te demander ton ressenti sur ce match. Il est plutôt positif, je pense. Mais dans quel état de crainte tu étais au moment où il y a 21-10 Nuggets, par exemple, et que Mark Delo prend son temps mort? Alors, déjà, avant le match, j'avais tellement hâte de regarder un Game 7, c'était trop bien. Vraiment, c'est peut-être une pensée un peu, un peu tarée en tant que fan d'OKC, T'aimes bien alors que t'avais l'odeur du l'occasion sang, toi. de, ah ouais, non, c'est trop bien les Game 7. Bon, comme tu l'as dit, cette année, c'est beaucoup de blowout, c'est dommage, mais, je te cache pas que ça m'arrange que ça ait été un blowout sur ce match-là, parce que, pas sûr que niveau cardiaque, ça aurait été, ça aurait été facile sinon. Mais ouais, à 21-10, ça pue, hein. Honnêtement, à 21-10, je suis devant mon écran, je me dis non, mais ils vont refaire les mêmes conneries que pendant le reste de la série. T'es en train de laisser 11 points d'avance aux Nuggets. Vu comment les mecs, c'est des opportunistes, ils grattent tout ce qu'ils peuvent. Enfin, même si là, ils sont à bout physiquement, ils sont complètement cuits. Leur laisser 11 points d'avance, c'est jamais une bonne idée. Mm. Donc, ouais, honnêtement, j'étais pas serein. Je dirais pas que j'y croyais plus, mais j'étais vraiment, vraiment pas au top. Mais ce qui est bien, c'est qu'OKC a quand même pas mis longtemps à recoller. Tu leur as pas laissé cette avance très longtemps, et puis après, bon, tu t'es envolé, t'as fait un run énorme. Tu l'as dit, Caruso, qui a été, on peut embrayer directement là-dessus, mais qui a été le déclencheur, je mets dans le récap, le déclencheur du mode rouleau compresseur d'OKC, qui était complètement inarrêtable, quoi. Et c'est lui qui déclenche ce truc, grâce à sa défense, grâce même à des transitions bien menées pour le coup, hein. Mais même, enfin, sa défense sur Jokic, enfin, l'impact d'Alex Caruso, il est énorme il a déjà été énorme sur l'ensemble des playoffs pour le coup. Si on regarde les 2 séries d'OKC, est-ce que c'est pas lui le deuxième meilleur joueur du Thunder? Franchement, C'est le deuxième plus régulier, en tout cas. franchement, il est très très fort. Et sur ce match-là, c'est délirant quand même ce qu'il est capable de t'apporter, ce mec. Et surtout, on en parlera après dans les choix de coaching, mais il a bien rendu à Mark Daigneault la confiance qu'il lui a donnée, tu vois, pour être en match-up direct sur Jokic, même s'il y a eu quand même pas mal de permissivité de la part des arbitres sur les contacts, là Ouais, où on en parlera. là où tous les joueurs d'OKC, dès qu'ils faisaient le moindre contact sur un joueur des Nuggets, c'était faute. Caruso, par contre, il avait la carte gold, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mm. Mais du coup, il l'a bien exploité, et ouais, heureusement qu'il était là, parce que c'est vrai qu'au 21-10, ça sentait pas bon cette histoire quand même. Bah, heureusement qu'il est là, mais il faut quand même pas sous-estimer l'apport d'Isaiah Hartenstein sur la fin du carton. Ouais.
Parce que Hartenstein il est quand même là, et puis OKC qui envoie sa AAC, maintenant je vais l'appeler comme ça. Pour ceux qui, ça continue, je vais même plus dire ce que c'est que la AAC parce que je le dis tellement à chaque fois que les habitués sauront ce que c'est. Pour la dernière fois que je le dis, c'est Caruso, Wiggins, voilà, c'est Alex, Aaron et Kayson. C'est pas le format audio. Non, non, mais encore une fois, le banc t'a insufflé un truc et parce que tu vois, c'est la réflexion que je fais souvent. Je dis d'un dauphin, t'en fais pas un requin. Et après ce match, je peux te poser la question de savoir si les joueurs du Thunder sont devenus un requin. Moi, j'ai plus l'impression que c'est des moutons, en fait. Je dis plus que c'est des requins ou je dis plus que c'est des dauphins, mais j'ai plus l'impression que c'est des moutons. C'est-à-dire ils suivent le sens du vent, quoi. À partir du moment où t'as un berger qui les guide dans la bonne direction, ils sont capables ils sont capables de suivre le mouvement et de se mettre à la page. C'est-à-dire que, franchement, premier carton. Oh, c'est horrible. Tu laisses des rebonds offensifs. Alors, il y a Christian Brown qui avait décidé de rester dans la même lignée du Game 6 où il te plantait des tirs où tu te demandais d'où ça sortait. Oh, le premier carton de Christian Brown, ouais. Alors après, tu lui laisses quand même des tirs ouverts, hein. Franchement, tu le défends pas super bien, mais, Mais bon, premier carton, il est insupportable. Dans le 21-10, il met 9 points. oui, mais 9 points. Et puis, bien joué. il y a un moment où OKC passe à plus 5, il te met un énorme 3 points. Celui-là, il est contesté aussi. Qui fait un peu penser aux 3 points qu'il avait mis au Game 6 quand Denver était à moins 12 aussi. Ce qui m'a poussé à la réflexion combien de gros tirs il va rentrer. Et dans le premier carton, tu laisses des rebonds offensifs. Chet, il se fait cibler sur 3 possessions défensives de suite. Il est pas capable d'arrêter ni Christian Brown, ni le post-up de Jokic. Tu vois que les tirs, ils commencent à être courts. Puis après, tu vois que Jalen Williams, il commence à se retrouver à 45 degrés, il fait une pump fake et puis finalement il prend pas le tir, il revient driver. Tu fais oh là 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 là, ça commence vraiment à devenir chaud chez Gilgeous Alexander. En plus, on le voit pas trop. Et c'est là d'où mon allégorie de dire que c'est des moutons, c'est qu'il a fallu qu'il y en ait un qui insuffle la bonne énergie pour que tout le monde aille dans le sens. Et pour moi, c'est les deux arrivées. C'est les deux arrivées de l'intersaison. C'est Isaiah Hartenstein qui a été précieux au rebond offensif sur les minutes qu'il a joué. Alors, on va parler du fait qu'il n'a pas joué beaucoup de minutes. Par contre, fin de premier quart-temps, il te sort 2 rebonds offensifs. Enfin, il y en a un en tout début de partie et un autre qui est important. Il y a Wiggins qui te met un gros putback aussi à la fin du quart-temps sur un 3 points manqué de Chet dans le corner. Justement, OKC qui a pu profiter de la zone pour être un peu influent sur le rebond offensif, notamment sur la sideline ou sur les backdoors plutôt. Donc ouais, je trouve que vraiment il a fallu à cette équipe qu'il y en ait un qui insuffle le bon mood, qui donne un petit peu cet esprit de rébellion. Ces deux joueurs-là, j'ai envie de dire, c'était Alex Caruso et Isaiah Hartenstein. Donc sur le premier quart-temps, c'était extrêmement frustrant parce que t'avais l'impression qu'OKC allait pas du tout dans la bonne direction. Et puis voilà, il a suffi, comme je dis, que ces deux joueurs insufflent la bonne énergie pour que les autres suivent derrière. Mais effectivement, moi je l'ai tweeté quand on a fait le LT. Jalen Williams et Chet Holmgren, il y a un moment dans le premier quart-temps où ça cogite sévère avant de prendre les tirs. Ouais, c'est pas faux. Et après, Chet, là où c'était pas si mal, c'est quand même, alors, il a été ciblé sur du post-up, mais par contre, dès qu'il venait en aide, et tu vois, l'entame de match, la défense d'OKC est pas du tout dans le coup. Non. Prendre 21 points, le 21-10, il arrive en un peu plus de 6 minutes, je crois. Donc vraiment, il y a rien qui va. À peine 5 minutes, je crois. Je sais plus, mais ouais, disons qu'à la moitié du carton, t'as déjà pris 21 points, c'est pas possible. C'est ça, Mais il y a 21-10, après, il reste 5 minutes 31 dans le carton, donc au bout de 6 minutes 30. OKC va avoir pris 72 points sur les 43 d'après. sachant qu'il y a du garbage time dedans où ça score un peu, mais ouais, mais disons que Chet t'a fait quand même du bien, parce qu'on va pas trop parler de Chet, je pense, dans ce débrief, mais il t'a quand même fait du bien défensivement. Tu vois, quand OKC a commencé à resserrer la vis défensivement, le Chet en aide, qui vient sur les drives notamment de Jamal Murray, qu'est-ce que ça faisait du bien quand même, franchement, heureusement qu'il était là. Mais pour en revenir au rebond offensif, ouais, Hartenstein a été précieux. Lugensdort aussi, hein, pour le coup. Lugensdort qui il prend 3 rebonds offensifs, c'est quand? C'est dans le premier ou dans le deuxième quart? C'est dans le deuxième quart, ouais. C'était mon point, Tom, qui embraye. J'embraye. Qui embraye, Mais tu vois, oui, il a quand même fait beaucoup de bien là-dessus aussi. Et c'est vrai que ton attaque se met en place grâce à ses secondes chances, ses rebonds offensifs. Ce qui est un truc qu'on avait déjà vu un peu dans la série sur certains matchs, mais qui est pas dans l'habitude d'OKC entre guillemets. Donc ouais, Hartenstein dans le premier quart et Dort dans le second, on fait beaucoup de bien là-dessus parce que l'adresse était pas au rendez-vous, donc il fallait trouver des paniers. Et t'as réussi. Et ton salut est venu de paniers près du cercle et d'abord de rebonds offensifs pour le coup. Et après, on va en parler de perte de balles provoquées, de valises, de camions de perte de balles provoquées. OKC a retrouvé son identité et sa philosophie de jeu qui fait que c'est sur la régulière la meilleure équipe, que c'est censé être la meilleure équipe de ces playoffs.
Ouais, bah c'est le point. On peut passer déjà sur ce deuxième carton magique, mais c'est le point déjà où tu fais tiens. Tu sens que Denver commence à être un peu cuit parce que franchement, le nombre de points qu'ils prennent dans la raquette sur ce carton, le nombre de points ou pas de points, en tout cas le nombre d'actions où ils se font prendre des rebonds offensifs par Lou Dort. Enfin, franchement, tout le monde allait au rebond offensif. À un moment sur le deuxième carton, t'avais J-Dub qui y allait, t'avais Shea qui y allait, t'avais Lou Dort qui y allait. Enfin, tout le monde allait essayer de récupérer le rebond offensif et ils t'en prennent. Franchement, Lou Dort sur les 3 rebonds offensifs qu'il prend, doit y en avoir au moins 2 où il est pas sur genre 3 joueurs de Denver, il arrive à choper le rebond, ou alors il va te la sortir. Enfin, il est à 2 doigts de sortir en touche, il t'envoie une passe laser qui revient dans les mains d'un joueur d'OKC. Enfin, vraiment, c'est à ce moment-là où tu dis tiens, Denver a peut-être pas le même seul qu'ils ont pu avoir sur les autres matchs de la série. Aaron Gordon termine meilleur rebondeur de la première mi-temps, ce qui est quand même assez représentatif des velléités ou de l'intensité qu'a pu mettre Denver au rebond. Et puis oui, on en avait parlé quand on avait fait le débrief du match 6, Pierre nous en a parlé en off juste avant. C'est que quand on avait fait le débrief du match 6, on avait dit on veut toujours voir 2 intérieurs sur le parquet. En tout cas, moi j'avais dit je veux toujours voir 2 intérieurs sur le parquet. Oh, on était d'accord, hein. On était d'accord là-dessus. On était d'accord. Bon, ce que j'avais pas prévu, c'est que Alex Caruso devienne l'arme anti-Jokic sur un match. C'est-à-dire que bon, effectivement, c'était pas dans mes calculs qu'Alex Caruso devienne le Jokic stopper. Alors, bon, il faut être très honnête quand même. Il y a beaucoup de fautes. Je vais pas mentir. Il y a quand même beaucoup de fautes. Je l'ai tweeté durant le LT. Il y a beaucoup de moments où Caruso, franchement, c'est plus de la défense c'est plus de la défense sur le gros, c'est de l'UFC. C'est de l'UFC, je suis désolé. Il y a un moment, c'est extrêmement physique, c'est peut-être même un peu trop physique, même pour des playoffs. Et puis il y a d'autres moments, bon, après ça compense quand même certains calls qui, sur Jokic, en début de match, étaient quand même assez litigieux. Il y avait des calls, tu te demandais si t'étais au mois de mars ou si t'étais en train de jouer à Game 7. Mais bon. Bref, sur l'arbitrage, toujours est-il que à la fin du carton, il n'y a plus de faute sur les ballons perdus. C'est juste Denver qui perd une cargaison de ballons, mais du coup, j'ai envie de dire crédit à Mark Denlow, puisque Mark Denlow, pour le coup, on va dire que à partir du match 4, ses choix sont payants sur la série. Ouais. Le fait de remettre Lou Dort dans le 4e carton du Game 5, c'était exactement ce qu'il fallait faire, et c'est peut-être si de manière rétrospective, c'est peut-être ce qui sauve la saison du Thunder. Le fait de se passer justement d'un des 2 intérieurs et surtout d'Hartenstein sur ce match 7 pour pouvoir justement jouer plus petit et pour passer plus agressif au moment où nous on disait faut peut-être passer plus conservateur parce que tu vas pas forcer des turnovers. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est que tu as forcé beaucoup de turnovers. Donc ouais, crédit à Marion Hall parce qu'on lui a tapé dessus sur le play calling offensif, notamment à la fin du match 3 où il y avait rien, on se demandait ce qu'il faisait. L'incapacité d'attaquer de la zone, on l'a vu aussi sur ce match-là. OKC a trouvé beaucoup plus de solutions sur la zone, un petit peu comme ce qu'on avait vu sur le match 6, où tu avais les lobes, franchement, Chet et Hartenstein, ils ont jamais eu autant de lobes sur la zone des Nuggets que sur ce Game 7. Tu as une action dans le 3e carton où ils font de la zone, où enfin tu as quelqu'un en tête de raquette qui fait du playmaking, où c'est justement Chet qui sert un Caruso qui cut, qui fait un reverse layup, où il y a Gordon qui est dessus. Je trouve que ça y est, OKC, au-delà du fait que tu leur fais perdre un camion de ballon, avait offensivement trouvé enfin les solutions face à cette zone. Chez Gilgeous Alexander, on en parlera, mais il termine avec genre 4 passes décisives. Là aussi, il pourrait terminer à 12, que ça n'aurait pas été choquant tellement son match, en termes de dissection de défense, est absolument fantastique. Donc ouais, donner du crédit à Mark Denlow qui, à partir du match 5, a fait, j'ai pas envie de dire qu'il a fait tous les bons choix, mais en tout cas, les paris qu'il a pris se sont avérés être les bons. Ouais, non, crédit à ce qu'il a fait. Tu vois, enfin, foutre Caruso sur Jokic et ne pas mettre Jalen dans ce match, c'était quand même couillu au vu de la série. Ouais, franchement, faut lui donner du crédit. Avant, en conférence de presse, il avait quand même dit, quand des journalistes lui demandaient le Game 7, comment fallait l'aborder, il disait, faut l'aborder comme le reste de la saison, faut pas changer de style de jeu, faut faire confiance à nos principes, etc. Le fait est que sur ce Game 7, c'est ce qui s'est passé. T'as provoqué des camions de perte de balles, t'as été hyper agressif. Enfin, OKC a fait exactement ce qui fait son succès sur la saison et il a eu totalement raison là-dessus. Donc ouais, pour moi c'est un des hommes du match entre guillemets, même si on a plutôt tendance à donner ce titre aux joueurs, mais Mark Daigneault vraiment a été excellent même en deuxième mi-temps. Tu vois, enfin quand OKC commence à rouler sur Denver, il n'hésite pas. Hartenstein qui avait pourtant été pas mal, il joue plus. Luguentz Dort il joue plus. Même pas la mi-temps. C'est ça. Et Luguentz Dort il sort très vite
Et pour le coup, t'as très vite du Caruso et du Kayson. Kayson, on va pouvoir parler de son match aussi. Il est quand même pas dégueulasse. Oui. Mais ouais, il a pas hésité à foutre du Aaron Wiggins. Enfin, non, et OKC d'ailleurs a tourné à 8 sur Oui. ce match. Pour le coup, c'est assez rare pour être souligné. Mais oui, il a pas hésité à faire des choix forts et même des choix forts en termes de responsabilisation sur le terrain. Parce que tu vois, tu parlais d'OKC qui a réussi à casser la zone. Kayson Wallace, ça a été quand même très important là-dessus. Tu vois, dans cette Dans zone le dunker intermédiaire en spot. tête de raquette, bah, même dans le dunker spot effectivement, mais même pour du playmaking en tête de raquette, c'est pas mal lui qu'on a vu dans ce spot-là. Je me rappelle d'un alley-oop pour Chet à un moment donné, et Chet, ouais, il s'est régalé. Hein, d'ailleurs, bon, il a scoré que là-dessus, hein, mais il s'est régalé sur les alley-oop. Et il Mais commence à avoir pas le Eurostep, mais en tout cas le spin move là, il en sort un au ouais, début de match. Là, c'est le premier panier sur Michael Porter Jr. Alors bon, il y a un moment, c'est le point noir, j'ai envie de dire, de ces 3 minutes magnifiques. C'est il nous perd un putain de ballon en transition qui moi m'a fait péter un câble parce que tu et le il vois sûr. venir. Tu le vois venir. Tu sais, c'est comme un spectacle de marionnettes où t'as l'agent qui est caché derrière, où t'as tout le monde qui fait non, il y a monsieur l'agent derrière. Moi, je me suis dit non, il y a Christian Brown derrière. Et il la perd. Et je me suis dit, mais c'est pas Non, mais possible. on l'a tous vu. En plus, c'était un 3, il y avait un 3 contre 1. Alors, je sais plus qui était en train de temporiser défensivement sur la transition à côté de Denver. Mais oui, t'as Chet, t'as un mec à gauche, un mec à droite, et il se dit, je vais dribbler. Et, oui, et puis derrière, toc Et puis, là, bah, Christian Christian Brown Brown, qui arrive. évidemment, enfin, il se régale là-dessus, Christian Brown. Donc, ouais, ça, c'était rageant. Mais oui, voilà, enfin, OKC a déroulé. Comme dit, moi, Kayson a quand même été très, très intéressant. Je vais être chiant avec Kayson jusqu'à ce qu'il parte d'OKC, mais c'est pas ce match-là qui va me faire mentir sur la capacité qu'il a et son impact. Tu vois, t'as parlé de Caruso qui a insufflé un truc et même d'Artenstein. Enfin, les arrivées à OKC de la part de Sam Presti, on voit qu'ils ont de l'apport dans ce genre de moments importants. Mais tu vois aussi qu'il y a des mecs en interne qui, par rapport à l'an dernier, qui s'étaient un peu planqués, qui ont quand même haussé le niveau. Et Kayson Wallace, je trouve que c'est un bon symbole de ça. Là où l'an dernier contre Dallas, il a été invisible pour le coup, et on le voyait très peu. Faut avouer que dans cette série contre Denver, il est monté en puissance au fur et à mesure et qu'il fait une deuxième partie de série très très bonne pour le coup. Donc il est un des facteurs X, c'est pas le gros facteur X parce que c'est Caruso, mais il est un des éléments importants de la victoire d'OKC dans cette série pour le coup. Ouais, puis j'ai envie de dire, tu vois, j'ai pas le souvenir d'avoir vu. Si, sur le match aussi, il est plutôt bon, Kayson Wallace. Mais on va dire il se noie au moment où le collectif se noie, il se noie un petit peu en deuxième Ouais, il mi-temps. porte pas le collectif. C'est pour ça que j'ai pas un grand souvenir de son match. Mais oui, de toute façon, il fait basculer le Game 4 à lui tout seul. Enfin, c'est le trio en sortie de banc. Hein. On parlera à la fin de l'épisode, on fera une espèce de débrief de la série. Mais déjà, où serait le Thunder sans Alex Caruso? Genre, tu mets Josh Giddey sur cette série à la place d'Alex Caruso. Il y a 4 ans Denver. Je pense que vraiment, ouais, je pense qu'il y a 4 ans Denver. Il y a 4 ans Denver. Et puis, où serait OKC sans son trio AC, quoi. C'est vraiment, les trois ont été impériaux du début jusqu'à la fin de la série. Hormis, ouais, sur match 6 où ils sont un peu défaillants. Franchement, c'est incroyable performance de la part des trois. Et je voudrais du coup continuer de parler d'Alex Caruso. Parce que, bon, bah, c'est. En fait, il y avait ce truc aussi, c'est que le fait de mettre Caruso sur Jokic et Kayson Wallace sur Jamal Murray faisait que tu pouvais switcher le pick and roll Murray-Jokic. Ouais. Et il y a des actions où Caruso, il défend le pick and roll Murray-Jokic tout seul. Franchement, il empêche Jokic de se mettre dans la position optimale. Et puis après, il switch sur Jamal Murray. Et puis il le tient. Donc vraiment, il y a des possessions. Je suis en mode, mais Caruso, mais quel homme es-tu? Quel super humain es-tu, quoi? Il y a une possession comme ça où Murray met son 3 points, c'est un énorme 3 points de Murray, mais la défense de Caruso, elle est exceptionnelle. Il est Vraiment. contesté, il est contesté, Ouais. c'est une folie. Et ça m'amène à mon point qui est, je trouve, et qu'on avait évoqué quand on avait fait le match 6. Je vois pas de raison pour lesquelles Lou Dort doit jouer plus que lui, en fait. Je vois pas de Ouais, raison. sur ce match, 17 minutes Caruso, 17 minutes Dort, 25 Caruso. Kayson joue plus que Caruso d'ailleurs. Oui, oui, oui. Mais je crois qu'il y a un peu de garbage aussi. C'est Après. possible, ouais. Il y a un peu, enfin, Kayson doit jouer un peu le quatrième ou Caruso est plus trop là. Mais c'est surtout ce point-là où. Alors ça va être différent, on en parlera quand on fera la preview face au Wolves, face à Anthony Edwards. Ça a peut-être plus envie d'avoir un Lou Dort parce qu'il y aura moins de navigation entre les écrans, il y aura plus de jeux de 1 contre 1, plus de combats physiques face à Anthony Edwards qu'un Alex Caruso. Mais sur Jamal Murray, c'est la différence de navigation entre les écrans d'Alex Caruso et de Kayson Wallace, sa capacité à passer en dessous tout en évitant de se prendre un écran de retard de la part de Jokic, comparé à celle de Lugensdorf, c'était flagrante, quoi. C'est-à-dire que Jamal Murray a eu beaucoup
beaucoup plus d'espace, mais si on l'a pas vu sur ce Game 7, et je ne sortirai pas l'excuse de maladie, machin, je sais pas quoi, parce que sur le match 6, il était soi-disant malade et il allait très bien, donc on va pas sortir l'excuse de la maladie, juste Jamal Murray, il est passé complètement à travers de son Game 7, comme à peu près l'intégralité de l'effectif de Denver, mais voilà, je trouve que dans la capacité à limiter Jamal Murray, on l'avait évoqué tout au long de la série, je trouvais déjà que Cason Wallace et Alex Caruso avaient fait un meilleur taf que Lugansdort, et pour le coup ça s'est confirmé x10 sur ce Game 7 où les deux ont été absolument impériaux, donc ouais, en l'état, je trouve que ce match te tire l'enseignement que de 1, la double line-up ça marche pas toujours très bien, puisque la double line-up termine avec un net rating négatif sur la série, je note, Hartenstein Chet, donc peut-être que de passer en 5-out ça peut être intéressant, ça va être un des points clés de la série face aux Wolves, et puis surtout t'as enfin deux joueurs au moins un en tout cas, sur lequel tu peux te reposer et qui est en sortie de banc, quoi. Qui peut être ton cinquième titulaire quand il faut finir les matchs et que c'est pas forcément, t'as pas un des titulaires qui est absolument rayonnant, ce que tu n'avais pas l'an dernier. Ouais, t'as de la profondeur d'effectif. Ce qui a fait la différence contre Denver. Hein. La fatigue de Denver, elle vient aussi du fait qu'ils aient pas beaucoup de profondeur. Bon, là, on l'a vu en sortie de banc. Bon, Westbrook, c'était pas top. Peyton Watson, il a été horrible pour le coup. Oui. Et même Julian Strawther, il n'y a pas eu le Julian Strawther game pour le coup. Non, je crois il est pas arrivé. À un moment, je me demande s'il fait pas un airball. J'étais en mode, ça y est. Ah ouais, c'était bonheur. mais ouais, là où tu vois quand même qu'il y a un écart de profondeur d'effectif et où ici les trois mecs qui sortent du banc sont pertinents, parce que même Wiggins, tu vois, on en a pas trop parlé, mais il est plutôt intéressant. Il fait pas un match exceptionnel, mais il est plutôt intéressant. Pareil pour essayer de manipuler cette zone, pour essayer, il apporte un peu. Il met ouais, parce que par contre, il rate tous ses 3 points ouverts, Wiggins, mais il met un énorme step back à 3 points contestés, c'est n'importe quoi. Ah oui, au moins il les prend. Mais tu vois, c'est pour ça que, et Mark Daigneault a confirmé ça, et c'est pour ça que je voulais pas voir Isaiah Joe sur ce match qui est totalement dans le trou, c'est que Wiggins et Joe apportent à peu près le même spacing sur cette série. Ce qui est dommage parce que Isaiah Joe, c'est sa spécialité. Et là, pour le coup, Joe, dans l'idée sur le début de série, il était défendu comme un mec qui pouvait mettre ses 3 points, mais vu qu'il était complètement hors du coup, il avait plus vraiment d'impact au fur et à mesure de la série. Et là, Daigneault l'a même pas mis, pour le coup, il l'a mis en garbage time, mais là, dans la rotation, non, il a réduit sa rotation à 8 et c'était Wiggins qui t'apportait ce spacing, même s'il a pas été très adroit, mais ouais, voilà, ta profondeur d'effectif a fait la différence pour le coup. Crédit à l'exécutif de l'année. Ça me prestige. Faut quand même avouer que ces recrutements sont pertinents, parce que là, pour le coup, ils ont fait le taf. Hein. Ouais. Bon, après, la profondeur d'effectif, tu pourras plus faire ça face aux 8 des Wolves, parce que les 8 des Wolves sont aussi forts que les 8 de ton côté, mais sachant qu'ils ont un petit Terence Shannon Jr. qui fait des entrées. Bon, il jouera pas beaucoup, hein, mais il est pas si mauvais. Hein. Il y a déjà McDaniels et il y a le cousin pour défendre sur ce Gilgeous Alexander. Il n'y a pas besoin d'un autre joueur, mais on embraye déjà sur la preview. Non, mais pour parler aussi de ce deuxième carton, comment ne pas évoquer ce deuxième carton sans évoquer évidemment les 17 points de Jalen Williams dans le carton, 8 sur 11 au tir. Alors, bon... Il y a beaucoup de situations où il a juste à dunker la balle. Mais comme j'ai dit en message privé, même les dunks au Game 6, il n'y arrivait pas. Donc on va quand même les applaudir. Et puis surtout, ouais, on va pas se mentir, c'est Caruso et Lou Dort qui font une bonne partie du taf au niveau des interceptions, j'ai envie de dire, pour piquer la balle ou pour pull the share, notamment sur Aaron Gordon. Et c'est là, Aaron Gordon en a parlé, je sais plus si c'est Aaron Gordon ou David Ayman, je crois que c'est Aaron Gordon, qui a dit en conférence de presse, à un moment on était un peu trop focus sur l'arbitrage. Oui, franchement, il y a une action où justement c'est Lou Dort qui vient faire perdre la balle à Aaron Gordon, où il pull de chair, où il commence à le post-up, il recule et où Aaron Gordon tombe tout seul. Tu vois que Lou Dort, il récupère la balle, Aaron Gordon il est déjà en train de regarder l'arbitre. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a peut-être un moment où Denver a aussi perdu le fil au niveau de l'arbitrage de ce match. Forcément, quand tu perds les ballons qui perdent, il y a forcément un moment où tu perds le fil. Et Jalen Williams en a complètement profité. Il a eu des friendly rolls, il a eu des 3 points qui sont, enfin un 3 points très important. La double séquence là où OKC doit être à +3, t'as un 3 points de Jalen Williams, t'as un repanier derrière de Denver, et puis t'as un 3 points de chez Gilgeous Alexander. Les 3 points d'OKC globalement sont pas tombés dedans. Allez, un peu en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, ils sont vraiment pas tombés dedans. Et ces 2-3 points arrivent à des moments cruciaux. Il y en a un de Lou Dort aussi. Tous les 3 points qu'a rentré OKC sur ce carton, il y en a que 4, mais sont arrivés à des moments importants, des moments qui ont fait basculer le match. Et Jalen Williams, voilà, on lui a tapé dessus sur le match 6, à raison.
je maintiens. C'est pas parce que tu fais un grand Game 7 que ça doit faire oublier tout ce que tu as fait avant. Mais par contre, faut aussi lui donner du crédit quand il fait des choses très bien. Et là, sur ce Game 7, ça a été enfin la deuxième option qu'on attendait, quoi. Et tu vois que dès que tu as une deuxième option un peu haut niveau, ta défense est tellement élite que tu peux vite blow up des équipes. Ouais, c'est clair. Sachant que Shea, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de Shea, mais il fout 35 pions quand même. On en parle Match après, honnête. le casse, Mais il attendez, t'enjambe je tout fais mon des transitions. conducteur. Je Non, fais des c'est pas une transitions, Constant. transition. Non, là, tu fais du Non, saut de bouton, là. sachant que Shea a fait un gros match, Jalen Williams à ce niveau-là, c'est sûr que comme tu l'as dit, ça devient très compliqué pour Denver de stopper OKC quand tu as Shea à 35 et J-Dub qui a 21 points avec des bons pourcentages et 7 passes. Parce qu'il y a le playmaking aussi de J-Dub qui était intéressant. Bon, tu l'as dit, c'était beaucoup de transitions effectivement, mais au moins il y allait. au moins il a sanctionné en transition. C'est ça qu'il faut retenir aussi côté d'OKC, c'est que tout le monde était ultra agressif dans ce mode-là. Et en fait, à chaque fois que tu négocies une transition, sachant que tu as provoqué 22 pertes de balles, que tu as fait 26 deflections, je regardais la stat là, c'est 26 deflections, c'est quand même énorme. Mais sachant tout le déchet que tu as produit dans le jeu de Denver, à chaque transition en plus, tu étais à 3 contre 1, quoi. À chaque fois, tu as tout le monde qui se projetait. Et dans ce second quart-temps, c'est J-Dub principalement qui se projetait. Du Kayson, du Caruso, même du Shea, qui se projetait bien en transition, mais c'est lui, je trouve, qui était la mobilette offensivement. Je sais qu'à un moment donné, il part en transition. Il y a deux défenseurs de Denver, mais il les trace. Et je me suis dit, la mobilette, c'est bon, il est parti, on le revoit plus. Et ouais, il t'a beaucoup apporté. Et même s'il n'y a pas eu énormément de shotmaking de sa part, il a été très bon pour le coup. J-Dub, c'est bien, sachant que défensivement, on sait que c'est un mec qui est toujours pertinent. Voilà, c'est ce qu'on attend effectivement de la part de Jalen Williams dans cette équipe, c'est que ce soit une seconde option et peu importe comment il score ses points, mais qu'il soit un minimum efficace et productif. Et là, ça a été le cas. Donc, si t'as pu mettre un blowout à Denver, c'est aussi parce qu'il a passé la seconde et que après une entame de match pas simple, il s'est quand même bien repris et il fait un gros deuxième quart. Ouais. Oui. Puis au-delà de ça, t'avais l'agressivité. Bon, alors effectivement, t'as les dunks en transition, mais t'avais quand même l'agressivité. Il y a un moment où il doit. Ça aussi, c'était le point frustrant sur le premier carton, c'est que d'où tu joues pas Aaron Gordon, quoi. Oui. Aaron Gordon, dès qu'il a dû faire un sprint, tu sentais que c'était quand même compliqué. Quand il y avait des lancers francs qui étaient manqués, enfin quand il y avait des lancers francs pour Denver, ça le mettait en dessous du panier de Denver, comme ça il avait pas besoin de se replier sur la transition. Enfin voilà, je trouvais c'était aussi la frustration, c'était d'où tu jouais pas Aaron Gordon. La seule fois où tu l'as un peu joué, c'est sur les cuts de Chet, justement. Oui. Parce qu'il défendait un peu Chet et où c'est pour ça que Chet a eu des alley-oops, c'est parce que il a profité de ça. Mais c'est vrai que c'était il n'y a pas eu d'isolation sur Aaron Gordon, quoi. Ou très peu. Je me rappelle d'une de Shea, mais il y a eu très peu ce genre de situation pour le coup. Oui. Donc tu vois, comme c'était Aaron Gordon qui était un peu le prédisposé à défendre sur Jalen Williams, c'est peut-être aussi lié au fait que Gordon était un peu diminué, enfin le très bon match de Jalen Williams vient peut-être aussi du fait que Aaron Gordon était un peu limité, mais encore une fois on va pas discréditer sa performance qui est très bonne et pour le coup ce carton, moi j'ai envie si je prends les trois têtes d'affiche un peu du carton, j'ai envie de te dire c'est Jalen Williams, c'est Alex Caruso et c'est potentiellement Lugensdorf, tu vois, je mets même pas chez Gilgeous Alexander dedans, on peut peut-être embrayer sur son match, 35 points, 4 rebonds, 3 passes, je sais plus, enfin il y a 35 points, il y a une très très grosse efficacité, de toute façon chez Gilgeous Alexander, c'est un peu le point aussi qu'on peut retenir sur la série et qui sera évoqué je pense lorsqu'on fera la preview de la série face aux Wolves, à la microseconde où Denver lui a pas envoyé des couvertures comme si c'était Satan, il s'est mis à scorer et à scorer de manière efficace, quoi. C'est-à-dire que franchement, sur le match 5, match 6, match 7, il est hyper efficace, quoi. Match 5, il est à 12 sur 23. C'est à partir du moment où il revient sur le banc, où il revient sur le parquet après avoir été benché par Mark Denlow c'est clair, au deuxième quart-temps du match 5 où il fait 2 sur 9. Et à partir de là, il s'est mis à scorer. Et vraiment, là, sur ce match-là, autant on a critiqué, moi le premier, autant j'ai critiqué son playmaking sur notamment la relation avec l'intérieur où je disais qu'il va pas faire le bon choix instantanément, il va falloir un peu de temps de réflexion, ce qui permet à la défense de pouvoir se réajuster. Là sur ce match-là, je l'ai trouvé parfait au niveau du playmaking. Notamment tu as une passe suite à un panier encaissé, c'est en tout début de match où c'est une situation de semi-transition, il n'y a pas un bon repli du côté de Denver, il fait une passe avec rebond pour Hartenstein qui fait un dunk. Enfin, je trouve que vraiment la manipulation de défense, la capacité à faire bouger cette zone, il a vraiment été très bon. Il n'a pas toujours été récompensé, notamment à cause de la maladresse de ses coéquipiers. Donc voilà, sur cet aspect-là, je trouve que
au-delà du scoring, où au scoring il a été très bon, les step back à 3 points qui retombent enfin dedans, le mi-distance qui retombe aussi dedans, parce que sur la série face à Memphis, Dieu sait que le jeu à mi-distance n'était pas aussi létal que ce qu'il avait été durant la saison régulière. Donc voilà, je trouve que ce match de Shai Gilgeous-Alexander, encore une fois, pas en leadership, c'est pas lui. Enfin, quand tu le vois terminer le match à 35 points, tu fais il a mis 35 points, limite t'as l'impression de pas les avoir vus les 35 points. Aussi parce qu'il y en a pas mal en deuxième mi-temps, je crois qu'il doit être à 12 points à la fin de la première mi-temps et du coup il y en a 23 en seconde mi-temps. Ouais, Où on c'est va ça. dire que le match est un peu terminé, même s'il faut quand même continuer d'accélérer. Mais voilà, c'est un match où face à Jokic, j'ai envie de dire qu'il a tenu le regard sur l'intégralité d'une série avec Nikola Jokic. Alors pas avec les mêmes couvertures défensives, pas avec le même personnel, mais ce qui était un début de série très compliqué, c'est quand même transformé au global sur une série relativement positive pour chez Gilgeous-Alexander. Ouais, c'est globalement une bonne série, même s'il y a eu des hauts et des bas. On parlera de sa série offensive, parce que défensivement, bon, c'était pas. Bah là, ça allait sur ce Game 7 C'était là. à l'entame de match quand même. Ah, l'entame de match, il se fait avoir l'entame de sur des match, c'est trucs. plus 7. Hein. C'est plus 7, moi, sur l'entame de match qui se fait avoir. Ouais, je sais pas. Je sais, Franchement, il y a quand même LeBron. il y a quand même des moments où il se fait avoir par Christian Brown notamment, Ah, où vraiment. il mord open fake. Ah ouais, dans le Ça, premier c'est son carton, je me machin disais fou. switcher quoi, switcher, foutez chez sur Aaron Gordon parce qu'il peut plus bouger le mec et C'est mettez-moi vrai. quelqu'un d'autre sur Christian Brown parce que c'est pas possible. Mais oui, offensivement, par contre, il fait sa série, 23 points en seconde mi-temps. C'est vrai qu'il a pas été le plus productif dans le giga run d'OKC. Par contre, dans le troisième quart et début quatrième, il met 12 points en 4 minutes. Il faut enfoncer Denver. Au quatrième, le match est déjà plus ou En moins plié, quatrième, ils sont déjà enfoncés. Hein. mais quand il faut mettre la tête dans le seau, même dans le troisième quart où Denver ils reviennent un peu de ça, un peu moins de 15 points, tu te dis ah, attention, faut faire gaffe et tout. Je crois qu'ils reviennent jamais à l'écart de la mi-temps. Il y a un moment, ils reviennent à 17, mais ils reviennent Attends, je te jamais dis ça. en dessous de l'écart de la mi-temps. Ils Je reviennent te dis jamais en dessous ça. de 14. Ils Bref, reviennent à, mais non, ils reviennent à moins 17 hein, à un moment donné. Ouais. voilà, c'est ça, ouais, ils Moins reviennent à 17, ouais. Et 17. après tu remets un run. Mais du coup, Oui. tu remets un run avec du Shea notamment qui déroule quoi. Et comme tu l'as dit, il a plus les mêmes couvertures défensives que sur la première partie de la série. Et bah, quand il est pas focus par la défense, bah, il faut sa trentaine de pions et il est productif quoi. Mm. Donc ouais, ce match-là, c'est un très bon match de Shea. Il met un pull-up en deuxième quart-temps, un pull-up à 9 mètres à un moment donné. Quand il le prend, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Et Ouais, en mais fait, ça fait ficelle. c'est celui-là dont je parlais quand je disais il y a un 3 points de J-Dub, puis après t'as panier de Jokic et t'as 3 points de Shea. Ouais. C'est les deux moments importants, puisque OKC, au moment où Shea rentre son 3 points, OKC passe à plus 9, et après, de toute façon, t'as un stretch. Déjà, t'as un 13-0 à la fin du premier quart-temps, et puis là, t'as ce stretch où je sais pas combien ça fait, mais je crois que t'as un swing de 25 points sur le quart-temps, où ouais, OKC remporte le quart-temps 39-20. C'était la première fois qu'OKC mettait autant de points dans un quart-temps depuis le Game 2. Et en Game 7, qui est quand même le moment le plus important de ta saison, le moment où les nerfs sont censés être les plus tendus, OKC te sort deux cartons de suite à 39 et 37 points marqués. Ah bah ouais, C'était ça fait. le moment où l'attaque a décidé de sortir de sa grotte et faire OK, là c'est le moment où je redeviens bonne. Et puis voilà, c'est comme j'ai dit, t'as ce run où t'as 41-42 au KC à 3 minutes 11 du terme, donc du coup tu leur mets un run de 18-5. 18-5 en 3 minutes qui fait basculer le match. Et tu vois, c'est le ressenti que j'ai eu. C'est que j'ai l'impression que cette fin de première mi-temps, c'est ce qui se serait passé au Game 6 si Shea n'avait pas pris sa quatrième. C'est que Ouais. vraiment, t'avais la même sensation au Game 6 et que Denver était en train de plier et en train de plier sévère. Alors ils auraient peut-être pas plié aussi fort qu'ils ont plié sur ce Game 7 parce qu'ils étaient à domicile, ils auraient quand même eu l'appui du public. J'avais vraiment l'impression de me dire, c'était l'action, en tout cas c'était le run que tu pouvais faire au match 6 et que t'as pas réussi à concrétiser. Et là aussi, j'ai envie de dire, ça prouve que cette équipe, au moins, elle apprend de ses erreurs. Je sais pas si elle mûrit, mais au moins, elle a appris d'une partie de ses erreurs. Non, c'est clair, c'est clair. Tu t'es retrouvé dans la même situation qu'au Game 6. Et là, pour le coup, t'as fait le boulot. Donc, Mm. et t'as planté, du coup, si on compte dans 2 et troisième quart, un 76-46. Ça va, Plus c'est 30. honnête. C'est honnête. C'est sympa. Mais ouais, non, c'est. T'en parlais au début aussi que Denver, c'était peut-être l'adversaire qu'il fallait à OKC pour passer un cap, mûrir, etc. C'est vrai que c'était. Tu vois, on avait fait les tier list avant les playoffs des plus gros adversaires pour OKC et tous les deux on avait mis Denver, tu vois, comme le Ouais. plus gros adversaire. À l'époque, Mike Malone n'était pas viré et à l'époque, Ouais. Michael Porter Jr. il avait deux épaules, donc ça change. Peut-être que le jugement a pu changer. Mais personnellement, j'ai toujours considéré Denver comme le plus gros adversaire
Même Moi, à un si, moment, c'était attention, il y les a une... Lakers, mais les Wolves sont passés par là. Donc, C'est vrai, c'est vrai. C'était, attention aux Wolves, justement. C'est ça, c'est que les Wolves, ça va pas être une mince affaire. On reparle en prévu. Mais oui, cet adversaire, Denver, c'était pas un adversaire facile. On le savait, même si on a tous mis 4-2 et qu'il y a que toi qui parlais une tendance 4-3. On était tous plutôt tendance 4-1 en se disant, on a quand même une petite marge sur le reste de la conférence. Ah, pas trop. bah, Attention, pas sur c'était, Denver en tout cas. ouais, Denver, attention. Bah, après, ils ont été très bons pour le coup et très opportunistes. Et ils ont déjà gagné une série contre les Clippers où ils étaient un poil moins bons sur le ressenti de ce qu'on avait vu. Sur cette série-là, je le pensais déjà au bout du Game 6, donc je le pense encore plus sur ce Game 7. OKC était la meilleure équipe dans le contenu. Mais par contre, Denver était la plus opportuniste et ils auraient pu te la mettre à l'envers aussi sur ce Game 7. Donc c'est bien de pas les laisser, de pas les avoir laissés espérer. Et surtout, quand tu arrives à la mi-temps avec cette belle avance, avec 14 points, les avoir mis la tête dans le seau et de leur avoir laissé aucun espoir, quoi. On a parlé les deux premières possessions de Denver, c'est 2 pertes de balles, il y a une faute flagrante d'Aaron Gordon. Enfin, le retour de vestiaire était très important et OKC l'a beaucoup mieux négocié que Denver et tu t'es facilité le match comme ça, quoi. Ouais, parce que Dieu sait que les troisièmes cartons d'OKC sur la série, c'était souvent dans le mauvais sens, j'ai envie de dire, au niveau de l'évolution du score. Mais effectivement, c'est le début de troisième carton. À la mi-temps, tu peux te dire, bon, le match n'est pas terminé, Denver est encore capable de faire un run. Quand tu vois la première minute 30 du troisième carton, elle fait que David Adelman, il crame 2 temps morts en 1 minute 30 et qui gaspille son challenge pour la faute d'Aaron Gordon. Là, tu sais que le match, il tourne quand même vraiment dans ton sens. C'est vraiment les 3 minutes de la fin de la première mi-temps, c'est le run qu'il fallait faire. Et OKC perd le match 6 sur ces 3 dernières minutes de la première mi-temps et gagne ce Game 7 sur ces mêmes minutes. Et sur les 90 secondes du début du troisième quart-temps, c'est le moment où tu leur mets complètement la tête sous l'eau. À partir de là, tu sais que tu vas relativement vivre une fin de match assez tranquille. Et puis tu vois, tu parlais du fait que Denver était l'équipe la plus opportuniste. On peut embrayer sur le débrief un petit peu de cette série au global. C'est que Denver pourra avoir des regrets. C'est que, comme je l'ai dit en introduction, ils te mettent 3 fois la tête face au gouffre, quoi. Vraiment, quatrième carton du Game 4, t'es au bord du gouffre. Vraiment, heureusement que t'as ces 3 points qui tombent directement au début de quatrième carton de Kayson et d'Aaron Wiggins pour te remettre tout de suite dans le match, parce que si les minutes s'étaient égrenées, peut-être que Denver aurait pris le large et aurait mené 3-1. Début de quatrième carton du Game 4, enfin du quatrième carton du Game 5, là aussi tu te retrouves au bord du gouffre et il faut que ce soit Luguensdorf plus un club absolument magique qui empêche Denver de mener 3-2. Et au début du Game 7, tu te retrouves mené de 11 points. Là aussi, tu es une nouvelle fois au bord du gouffre face à une équipe hyper expérimentée en plus. Jokic et Murray en étaient à leur 7e Game 7 joué. Donc ouais, c'est une équipe qui, je pense que cette équipe de Denver pourra avoir des regrets malgré tout. Quand tu lis un petit peu ce que les ressentis que peuvent avoir certains fans des Nuggets, où ça parle beaucoup d'arbitrage. Et ça parle du fait que si tu avais un joueur de rotation de plus, peut-être que tu aurais remporté la série parce que tes titulaires n'auraient pas fini la série, n'auraient pas fini certains quatrième carton absolument cramé. Ça parle du fait que si Michael Porter Jr. avait eu 2 épaules, peut-être que la série aurait basculé dans l'autre sens aussi parce qu'il aurait amené un autre poids que ce qu'il a amené. Là pour le coup c'était un poids mais dans le sens négatif. C'est un poids mort, quoi. Voilà, c'était un poids mort sur la série en dehors du Game 3. Donc voilà, je pense que cette équipe de Denver pourra regretter de ne pas avoir pris le 4 et le 5, d'avoir craqué au pire moment dans le quatrième quart-temps, à des moments où normalement cette équipe de Denver ne craque pas. Et puis de l'autre côté, j'ai envie de dire que ça compense le fait qu'ils prennent le 1 un peu en hold-up et que le 3, normalement, OKC doit le prendre. Mais je pense qu'au global, OKC s'en sort bien, mais s'est quand même retrouvé plus souvent au bord du gouffre, j'ai envie de dire, que Denver s'est retrouvé au bord du gouffre. Disons qu'OKC s'est retrouvé mené dans la situation de l'équipe, soit qui se fait mener 3-1, soit qui va se faire éliminer, tu vois, plus que Denver. Parce que après, pareil, on en avait parlé au débrief du Game 6, mais pour moi, OKC, les 3 défaites étaient évitables, là où Denver, c'était un peu moins le cas. Tu vois. Le Game 5, ils ont l'occasion de t'enterrer, mais en même temps, OKC fait un gros quatrième quart, et enfin, c'est un gros affrontement, tu vois. Je sais pas si j'étais fan des Denver, je sais pas si c'est le match où j'aurais le plus de regrets, parce que c'était vraiment un gros match. Ils avaient l'occasion de prendre le 5 à OKC, mais c'est moins une défaillance de leur part que un gros affrontement où c'est OKC qui s'en sort le mieux, tu vois. Mais par contre, oui, le Game 4, c'est un tournant. C'est pour ça que tu surnommes le banc là. Et ici, c'est heureusement qu'ils sont là, parce que vraiment, c'était un match horrible. C'est un des pires matchs de basket que j'ai vu de l'année. Non, c'est un des meilleurs. C'est beau le basket moche. Ouais, non. Non, le basket défensif, c'est cool, mais quand tu rentres rien, c'est chiant.
quand il est serré, c'est beau. Moi, je le dis. Oui, c'est, Parce qu'au disons. au moins, chaque panier est important, tu vois. Ah, Là, par contre, tu quand savoures. t'as Hein. un panier marqué, tu serres le point, quoi. T'es Ah oui, content. tu savoures. Hein. Ne serait-ce qu'un lay-up qui rebondit 3 fois sur l'arceau et qui rentre, T'en fous, c'est le bonheur. Un bien lancer sûr. franc, c'était Bien le sûr, bonheur total. OKC qui Mais... a encore laissé des lancers francs en route, bref. Et, Ouais, c'est vrai. Mais là où Jokic, quand il se faisait siffler des lancers, bon, il en rate 2 finalement dans le match, mais en début de match, il rate rien. Il gratte, hein, il gratte les points jusqu'au bout. Hein. Mais oui, OKC s'est retrouvé plusieurs fois dos au mur. C'est plutôt bien du coup qu'OKC s'en soit sorti, parce que ça veut dire qu'il y a quand même de la résilience, il y a quand même cette capacité à se sortir de situations compliquées, qui est une capacité qu'ont tous les champions, hors peut-être Boston, parce que Boston, ils n'avaient pas été très challengés l'an dernier. Euh, mais, euh, mais ouais, après, le game 1 et le game 3, même le game 6, pour moi, tu dois pas le perdre quand t'es OKC, donc des deux côtés, en fait, peu importe qui était le perdant de cette série, des deux côtés, t'aurais eu des regrets. Parce que des deux côtés, les deux équipes auraient pu enfoncer l'autre et ont déconné à un moment donné. Donc, mm. ouais, en tout cas, c'était une série très serrée. C'est faut pas dire que c'était une victoire facile d'OKC pour le coup. Ça, déjà, quand tu gagnes 4-3, c'est rarement facile. Mais alors, avec le scénario qu'il y a eu, bon, c'était très compliqué. Mais bah, profitons-en. OKC s'en est sorti et a très bien assuré le Game 7. Donc, c'est bien. Il y a du positif à retenir de cette série pour le coup. Ouais, même si finalement le différentiel de points sur la série fait qu'on est sur la deuxième série la plus loopsided, qui a le deuxième plus gros différentiel de points entre les deux De équipes blowout, quoi. après je crois que c'est 2008 où c'est Boston-Atlanta au premier tour où Boston va en 16 face aux Hawks de Zaza Pachulia et de Joe Johnson. Mais ouais, trouve que sur cette série, comme je dis, c'est une série qui a fait potentiellement grandir OKC où t'as quand même eu pas des garanties, mais en tout cas, t'as eu des réponses à certaines de tes questions, j'ai envie de dire, même si la match-up face aux Wolves sera quand même complètement différente. Tu sais que tes role-players sont loin d'être impactants. Tu vois, moi j'avais dit, et notamment sur Twitter, c'est ressorti, où ça y est, ça reparle du supporting cast entre Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander. On peut pas me sortir que ok, sur ce Game 7, le supporting cast de KC était largement supérieur au supporting cast de Denver, mais vu le niveau qu'a pu avoir Jane Williams sur l'intégralité de la série comparé au match 3, 4, 5, 6 de Jamal Murray, on peut pas me dire que le supporting cast de Denver était en dessous du supporting cast de KC. Quand tu vois les performances de Christian Brown comparées aux performances soit d'Alou Gensdort, soit d'un Chet Holmgren, enfin voilà, c'est vraiment le 6-7-8, là ok, sur le 6-7-8, le Caruso, le AAC là ok, c'est ça qui a fait la différence, c'est que vraiment, on en avait parlé quand on avait fait la preview, ces joueurs-là t'ont amené un boost et ces joueurs-là t'ont amené un peu de fraîcheur sur certains matchs à des moments cruciaux, là où Denver ne pouvait pas faire ça. Parce que Peyton Watson n'a pas été bon de la série, parce que Russell Westbrook a disparu une fois qu'on a passé le game 2, parce que Julian Strother a eu son moment au match 6, mais c'était à peu près tout. C'est vraiment ces trois joueurs-là, c'est le banc. Au pire, on peut dire que le banc d'OKC a été meilleur que le banc de Denver, mais bon, c'est pas trop une surprise. Et j'ai envie de dire, vous prenez, je sais pas, sur les 30 équipes NBA, vous faites une rotation à 8, il y en a pas 20 qui se font outbencher par le banc de Denver, hein, j'ai envie de dire. D'ailleurs, superbe, je reviens très vite sur le Game 7, superbe décision de David Adelman d'ouvrir le deuxième quart-temps avec des minutes sans Murray et sans Jokic. Oui. Super. Étonnant. Super, super. Étonnant, mais. Tu prends un 6-0 et une minute, tu remémorais. Ça aussi, c'est les petits points qui font potentiellement basculer les matchs en faveur d'une équipe ou de l'autre. Donc, ouais, sur cette série-là, encore une fois, t'as vu que les role-players étaient loin d'être optimaux. T'as vu que t'avais malgré tout d'énormes problèmes de spacing. Puisque à partir du moment où Shai Gilgeous-Alexander était défendu en zone, t'arrivais pas à sanctionner la zone, et même au moment où il était défendu en individuel, t'arrivais pas à sanctionner sur les décalages qu'il créait. Donc en tout cas, au-delà du problème de spacing, t'as eu un problème de shot making, notamment à 3 points, et surtout quand t'as vu que tes deux meilleurs snipers sur la saison régulière, à savoir Lou Dort et Isaiah Joe, soit ne jouaient plus, soit étaient défaillants en termes de leur réussite à 3 points. Donc il a fallu t'en remettre à d'autres choses offensivement pour que ça fonctionne. Shai Gilgeous-Alexander a rassuré sur la fin de la série. Par contre, l'aspect positif, et Tom, je vais te lancer là-dessus, c'est que bon, elle a été mise au supplice parfois par Nikola Jokic, mais cette défense d'OKC a tenu bon sur l'intégralité de la série. Ouais. Ouais, non, t'as très bien défendu. Je fais un petit point stat sur l'adresse, 8 sur 31 à 3 points hors garbage time, sachant que Shai à 3 sur 4. Je vous laisse faire le calcul pour le reste, mais c'était pas flamboyant, quoi. C'est pas là-dessus que, c'est pas de là qu'est venue la victoire de Casey.
Mais pour en revenir à la défense, par contre, oui, de toute façon, au vu de la régulière, on sait que le titre d'OKC passera par une défense élite, hein, pour le coup. Et là, c'est vrai que t'as proposé une défense face à Denver, une défense du coup sur Jokic, hein, parce que c'était le plan de jeu principal, très bonne, voire excellente, parce qu'il y a 2 matchs énormes de Jokic à plus de 40 pions, le 1 et le 5, sachant que tu prends le 5, pour le coup. Le 6 il est Mais bon aussi. le 6 est bon, ouais. Oui, le 6, il a un peu moins de 30 points, mais en même temps, Denver prend un peu d'avance, enfin, Oui, et leur puis attaque tourne bien. tu sens que s'il y avait Donc, besoin, il t'en aurait replanté 40. Il allait un peu où il ouais, veut sur le match 6. ouais, il était très bon. Mais tu vois, les matchs 2, 3, 4 et ce match 7, il est super bien défendu, Jokic, quoi. Son impact, il a clairement été limité. On peut pas dire qu'il a été stoppé, parce que c'est Nikola Jokic. Mais quand t'as un match, alors du coup, j'ai pas une bonne mémoire sur les matchs. C'est le match 3, je pense, où Jokic, il fait un 0 sur 10 à 3 points, parce que je crois que c'est un Oui, match qu'on perd. oui, oui. Mais tu vois, ce genre de match où tu arrives à le sortir de la raquette carrément et tu le forces à prendre plein de tirs longue distance parce il arrive plus à s'approcher du panier, c'est des choses qu'on voit pas souvent, quoi. Et on peut en profiter pour glisser un petit SO déjà à Mark Daigneault par rapport au plan de jeu défensif qu'il a mis en place et aussi à Jalen Williams. On va plus le revoir peut-être des playoffs, on verra. C'est Pas à voir sûr. contre Minnesota, c'est pas la pire match-up Minnesota pour mettre Jalen pour le coup. Ça dépend. Ça dépend. C'est C'est bien pour les intérieurs, c'est beaucoup moins bien pour les extérieurs. c'est ouais, on va voir. Il sera On parlera dans le possible. preview. Possible qu'il soit testé, on en parlera, mais dans tous les cas, la série où il fallait qu'il soit bon, c'était contre Denver. Là, pour le coup, on était tous d'accord là-dessus. C'était la match-up pour Jalen. Et même s'il a été, il a pas été utilisé dans ce Game 7 parce que Daigneault a fait des choix forts et a tenté un coup et a réduit sa rotation, ce qui a payé, hein, vu que Caruso fait un match dingue sur Jokic. Mais malgré le fait qu'il n'ait pas joué dans ce Game 7, Jalen, sur les 6 autres matchs de la série, il a été bon. Il y a eu très peu de coups de moins bien de Jalen. Il y a genre un match où quand il est sur le terrain, tout seul poste 5, il y a un run et il est plutôt négatif, mais sinon, sur l'ensemble de la série, il a été très bon. Il a été très physique sur Jokic et c'est exactement ce qu'on lui demandait. Alors certes, il a pris des fautes et certes, offensivement, il apportait pas des trucs de Il ouf, mettait ses même 3 si, points. voilà, il était capable de mettre ses 3 points. Il y avait même, je me rappelle un petit jumper à mi-distance qui était pas mal aussi. Enfin, Mm. il a été honnête sans être incroyable offensivement, mais par contre, défensivement, il était très pertinent et il fait une bonne série. Et c'est un des éléments de cette série et un des joueurs de cette série qui ont fait que Jokic en a chié, quoi. Enfin, et que Jokic fait pas une grande série alors que c'est Nikola Jokic et que de base il est quand même inarrêtable ce mec. Donc ouais, non, la défense d'OKC a été au rendez-vous et de toute façon, bah, sur ce Game 7, quand tu fais exploser Denver, ça vient de ta défense, hein. Mm. Parce que oui, l'attaque t'es pas à droit, ok, tu trouves des cutback doors, etc. Mais c'est en créant de la transition, des cargaisons de panier en transition que tu t'en sors. Donc ouais, bah, bravo à la défense d'OKC qui est au niveau pour le coup, même si on sentait une petite baisse d'impact au fur et à mesure de la série, notamment bah, game 5 et 6 où ça devenait plus Mm. compliqué. Mm. Globalement, ta défense a quand même bien tenu. Le Game 7, t'as resserré la vis. On a dit une mauvaise entame de match où t'es pas dedans, mais tu te remets dedans parce que tu te remets à faire des stops, des pertes de balles et à complètement annihiler l'attaque de Denver. Donc ouais, non, c'est une très bonne série défensive d'OKC, donc c'est bien, ça confirme ce qu'on a vu en régulière en tout cas. Bah, disons que t'as pas eu besoin de faire des stops puisqu'il perdait des ballons. Donc c'était. Disons que tu faisais tes stops à la ligne médiane. Tu C'est faisais des stops. pratique. Tu faisais des stops avant que le tir soit tenté. Donc au moins tu pouvais pas potentiellement, enfin Jokic pouvait pas rentrer tous les tirs de la planète puisqu'il avait pas l'occasion de prendre le tir. Donc ouais effectivement je trouve que cette défense, moi j'en avais parlé à la fin du match 6. Bien évidemment comme j'avais prédit 3-1 Denver, j'avais prédit 4-3 Denver. Mais pour le coup, encore une fois passer pour un neuneu ne me gêne pas à partir du moment où ça va dans le sens de Casey. Mais voilà, je trouve que cette défense est commencé à devenir vraiment fébrile face à Denver et là pour le coup, bah, puisque Murray n'a pas existé, eh bah, tu t'en es remis à Jokic et comme Jokic déjà de base n'était pas dans un très grand soir et deuxièmement était extrêmement bien défendu par le divin chauve Caruso, eh bah, j'ai envie de te dire que bah, t'as complètement limité cette attaque. Mais ouais, moi le point que je retiens, c'est que c'est quand même, tu vois, tu parlais de l'adresse à 3 points, etc., etc. Moi j'ai envie de te dire même sur ce Game 7, au-delà des turnovers, tu as quand même réussi à aller chercher un nombre de points dans la raquette, un nombre de tirs au cercle qui allait de manière exponentielle au fur et à mesure que la série progressait, quoi. C'est-à-dire qu'on passe d'un scénario au match 3 et match 4 où tu tentes genre 8 ou 12 tirs maximum au cercle, à des scénarios au match 5, 6 ou 7 où, bon là sur le Game 7 c'est un peu particulier, mais tu tentes 40 tirs au cercle sur le match 7.
bon, c'est pas mal. Hein, on va être très honnête, c'est pas mal et ça aide aussi quand tu mets pas un panier dedans à 3 points. Donc on a vu des situations où t'avais Kayson qui était de retour dans le dunker spot. Enfin, t'as vu des situations où c'était Caruso qui finissait bien. Enfin, t'as vu plus d'agressivité au cercle sur la fin de la série, ce qui t'a un peu aidé aussi à compenser ton manque d'adresse de loin. Donc voilà, je trouve que cette attaque malgré tout ce qu'on a pu dire de négatif sur la capacité d'attaquer une zone, sur le manque d'adresse, a su en fin de série, je dis bien en fin de série, trouver des solutions. C'était loin d'être parfait. C'est souvent lié au fait que chez Gilgeous Alexander était capable soit de faire du bon playmaking, soit de rentrer, de créer des décalages et de rentrer ses pull-ups à mi-distance. Mais au moins, tu finis pas en disant t'as gagné une guerre de tranchées. Tu vois, sur ce Game 7, c'est pas une guerre de tranchées défensive. T'arrives à les bousiller défensivement, mais offensivement, t'avais aussi trouvé des solutions. Ouais, là pour le coup, t'étais monté en puissance. Et t'as trouvé ce qui est rassurant, c'est que tu trouves des manières d'attaquer sans être à droit, parce que vraiment, t'as rien rentré, quoi. Hormis le match 2 et ouais, le match 5. Mais sinon, les 3 points, ils rentrent jamais, quoi. Donc, et là, ce match-là, le match 7, il a pas fait exception. Mais malgré ça, tu trouves des moyens de scorer. Donc, rassurant aussi offensivement, c'est quand Shea joue à son niveau. Forcément, ça te débloque des choses. Et c'est vrai que pareil, lui, il est monté en puissance aussi au fur et à mesure de la série. Mais ouais, non, globalement, c'est rassurant. On verra comment cette équipe de Casey va manœuvrer la défense de Minnesota qui n'a pas une mauvaise défense, hein. Pour le Ouais, coup, je pense qu'on c'est peut le un dire. autre morceau que Denver, on va pas se Ouais, mentir. Sans vouloir c'est, manquer de respect aux Nuggets, il y aura peut-être autant de zones. Par contre, en termes de personnel et en termes de protection de cercle, ce sera peut-être un poil plus qualitatif, même si, encore une fois, je veux pas du tout discréditer cette défense de Denver, hein, parce que vu les 7 matchs qu'ils t'ont proposé défensivement, ce serait quand même assez osé de notre part de dire que c'était pas une bonne défense. ouais. Non, c'est, ce qui est étonnant, c'est que c'est une bonne défense, justement, Denver. C'est pas trop ce qu'on attendait, tu vois. C'est vraiment une équipe qui, d'habitude, brille par une attaque élite et une défense qui est, tu vois, quand ils sont champions, leur défense, elle est correcte, quoi. Elle est pas exceptionnelle, mais par contre, ils attaquent tellement bien que tu peux pas les battre, quoi. Mais bon, là, même cette bonne défense de Denver, par rapport à la défense de Minnesota, autant offensivement, c'est pas la même aussi, parce que le Denver offensivement, c'est quand même un autre niveau que l'attaque de Minnesota. Mais défensivement, enfin, ça va être une série très intéressante, de toute façon, Thunder Wolves. Mais ouais, non, dans tous les cas, c'est rassurant de voir cette attaque de Casey qui est montée en puissance et qui trouve des solutions petit à petit. Donc, on verra comment ça se passera après. Mais il y a des choses qui nous ont énervés dans cette série, il y a des choses qui nous ont frustrés, mais il y a quand même des choses positives à retenir. Et tu l'as dit, il y a des réponses à nos questions, même sur les joueurs en eux-mêmes, leur capacité à élever leur niveau en playoff. Ou, bon, je l'ai déjà dit plus tôt dans ce podcast, mais un Kayson Wallace, moi, je suis rassuré de le voir à ce niveau-là. Parce que j'avais des doutes, notamment sur le début de série, par rapport à son impact et le fait qu'il ait progressé sur de la post-season par rapport à l'an dernier. C'est vrai que là, pour le coup, il a gagné en impact. Caruso Hartenstein, on avait un peu moins de doutes parce qu'on les avait déjà vus, surtout Caruso qui avait vraiment de l'expérience, il était champion et tout, mais on savait que c'était un mec pertinent en playoff, mais ça s'est confirmé sur cette série-là. Donc, même s'il reste quelques points d'interrogation du style Jalen Williams, notamment. Mais au moins cette série t'a apporté beaucoup de réponses et au moins tu t'en es sorti et t'as enfin gagné une série face à une autre équipe qu'un seed 8 diminué par les blessures. C'est déjà ça. C'était un Denver diminué par les blessures, mais au moins c'était Denver, quoi. C'était quand même un gros morceau. Ce qui est bien, c'est que c'est définitivement l'épisode saute-mouton de Tom, puisque effectivement, j'allais te lancer sur quelles leçons individuelles on peut tirer de cette série. C'est quoi? C'est que le AAC est absolument magique et que globalement, il y a beaucoup de moments où limite tu préfères qu'il y en ait un des deux, ou en tout cas où tu préfères voir Caruso terminer devant Lugensdort. Chez Gilgeous Alexander, à partir du moment où tu lui mets une couverture individuelle, est quand même difficile à stopper. Jalen Williams a un rendement assez aléatoire. C'est quoi tu vois, au-delà de ceux que tu as déjà évoqués, tu vois, le cas Kayson Wallace ou le cas potentiellement Jalen Williams, si tu devais retenir, toi, un enseignement individuel, lequel serait-il en dehors de ceux que tu as déjà évoqués? Ah, individuel en dehors de cela, j'en ai déjà évoqué pas mal. Non, parce que moi c'était un enseignement collectif justement, mais non, individuel, Caruso, c'est une recrue exceptionnelle, on peut le dire quand même. Profite de tes 80 millions, mon Alex, parce que si on est champion, tu mériteras chaque Bon, dollar de ce ils sont contrat. déjà mérités. Franchement, Every penny, worth every penny, comme on dit en anglais. ouais. Bon, si dans 3 ans, c'est un canard boiteux, on en reparlera, On s'en mais fiche, on s'en pour le fiche. coup, moi, je veux qu'on ait une bague. S'il y a une bague, la bannière au plafond, après, peut y avoir un contrat de 4 ans ou c'est un des pires contrats de la ligue, je m'en fous. Il y a un titre OK ici, c'est worse, quoi. Mais ouais, t'en as un spécifique
de spécifique en plus? Bah, pour moi, c'est pour deux joueurs, mais je suis désolé, hein. L'association entre les deux bigs, elle marche pas si bien que ça, hein. Offensivement, elle est trop pénalisante en fait, parce que Chet peut pas sanctionner. On l'a vu, et c'est un peu hormis sur ses Eurostep et sur ses spin moves, il a quand même pas trop sanctionné Michael Porter Jr. quoi. Et pour le Mm. coup, sans spoiler la preview face aux Wolves, mais ça va être plus ou moins le même type d'attaquant sur lequel il va jouer, voire même encore plus costaud si jamais ils mettent un Julius Randle sur lui, ou si jamais ils mettent, je sais pas, peut-être Gobert par exemple. Enfin bref, C'est je possible, trouve hein. que je trouve que Chet c'est compliqué, même la line-up à deux intérieurs. Quand bien même elle a fait beaucoup de bien sur le match 3 et sur le match 4 en défense sur Nikola Jokic, c'est trop pénalisant offensivement et j'ai même envie de dire c'est pénalisant pas tant du fait de la présence d'Hartenstein que du fait de l'incapacité de Chet de 1 à être une menace pour le spacing, c'est-à-dire que les défenses ne calculent pas Chet quand il est loin du panier ou quand il est derrière la ligne à 3 points, il n'est pas considéré comme un shooter, il est souvent laissé ouvert. Alors ça arrive à plein d'équipes, hein. Il y a plein d'équipes qui décident volontairement de laisser des shooters, ne serait-ce que moyen ouvert, mais comme en plus Chet met pas dedans sur la série, ça ruine ton spacing, et ce qui a fait que chez Gilius Alexander a vécu 3 allez, 4 matchs même assez catastrophiques en termes de couverture défensive. Et ouais, au-delà de ça, tu vois, c'est que bon, que Chet ils mettent pas les 3 points, c'est une première problématique. Mais de un, ça ruine ton spacing. Et deuxièmement, je trouve qu'on n'utilise pas assez Hartenstein pour sa capacité de playmaking, quoi. Mm. On l'a plus utilisé Clairement. sur la fin et encore très vite fait, mais je trouve que Hartenstein a beaucoup été limité à de la pause d'écran sur la seconde partie de série. Vas-y, mets-nous un flotteur une fois de temps en temps, mais t'as pas assez utilisé son passing game justement qui est largement intéressant, qu'on a beaucoup souligné, qu'on a beaucoup félicité en saison régulière en disant que c'était un peu lui qui était le rouage essentiel au bon tournement collectif du Thunder, en tout cas au bon roulement collectif de cette attaque d'OKC. Et là, on l'a pas trop vu sur la série. Donc, je pense que, encore une fois, sans trop se projeter sur la preview face aux Wolves, mais tu vas te retrouver face à un dilemme. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas avoir qu'une envie, c'est de sortir Rudy Gobert du cercle. J'ai l'impression que tu peux pas le faire avec tes deux intérieurs. Et de l'autre Ouais. côté, vu que Julius Randle est extrêmement fort sur ce début de campagne de playoff, soit tu fais un choix avec Jane Williams, où tu mets Jane Williams pour défendre sur Julius Randle, soit tu mets potentiellement Hartenstein sur Randle et Chet en roamer, mais tu vas avoir une vraie perte offensivement. Donc ouais, pour moi, si je devais retenir une leçon individuelle, qui ne sera peut-être pas la vérité de cette série face à Denver, sera peut-être pas la vérité de la série face à Minnesota, mais je trouve que cette line-up à deux intérieurs, comme j'ai dit, au final, elle se retrouve avec un net rating négatif sur la série. Et je me dis que en fait, c'est pas tant du fait d'Hartenstein que de la capacité de Chet, de un à sanctionner les mismatchs de taille, et de 2 à être vraiment un joueur respecté par les défenses adverses au niveau de son tir à 3 points. Ouais. Il est respecté que quand il est axe du panier. Mm. Quand il prend les 3 points axe du panier, il est contesté. Mais là, tu vois, il y a eu des tirs à 45 degrés. Bon, bah, le tir à 45 de Chet, peu importe quoi. Et même dans le corner, il est pas trop contesté. C'est là où je voulais en venir sur mon point collectif, c'est qu'effectivement, alors, on avait parlé avant la série contre Memphis que pour moi, la meilleure line-up d'OKC, c'était un intérieur et quatre chiens fous défensivement. Enfin, 3 plus Shea qui est un peu là, off-ball, etc. Sur la fin de série, notamment contre Denver, ça s'est plutôt confirmé. Ce Game 7, tu cartonnes Denver avec Chet en 5 et 4 extérieurs. Donc, à voir, pareil, comme tu l'as dit, comment ça va se passer contre Denver. T'as toujours une possibilité. Bon, après, là, ce sera la Contre preview Minnesota. contre Minnesota, pardon. Ce sera C'est la bon, preview c'est contre fini, c'est fini, il n'y Minnesota. a plus Denver là. C'était le C'est bon. deuxième match de la saison, même Jokic en a parlé en conf de presse, il a fait alors attends, on les a joués 4 fois en régulière, là on les joue 7 fois, puis à un moment il se tourne, il fait on les a joués en pré-saison aussi. Oui, c'est le moment où Hartenstein se blesse d'ailleurs, mais effectivement il y a eu Ouais. 12 Thunder Nuggets sur l'intégralité de la saison. Ah, c'est long, hein. Il y en a marre. Il y en a marre. Imaginez si on avait joué les Rockets en playoff. Bon, peut-être que la série serait terminée avant les 7, mais Ouais, et puis, je sais plus, il y a un reporter d'ESPN qui a dit, qui a entendu un enfant en quittant le Paycom Center qui a été en feu sur ce match-là aussi, hmm. le nombre de standing ovations, je pense que les gens devaient avoir mal aux genoux à force de se lever et de se rasseoir ou mal aux adducteurs. Il y a un enfant qui a dit, je veux plus jamais jouer une série face à Nikola Jokic. Tu vois, c'est vraiment le fait de jouer Jokic ou OKC 2 années de suite, s'est retrouvé à jouer un des 3 meilleurs joueurs du monde avec Luka Doncic, avec Nikola Jokic en demi-finale de conférence. Il y a un moment où t'en as marre. Franchement, t'en as marre. Ouais, bah oui, enfin. Yanis vient pas à l'ouest, hein. Si Si, jamais si, tu bah, pars de aux Milwaukee. Spurs, Non, aux non, Spurs. non. Si, si, aux Spurs.
Non, laissez-le à l'Est, là. Il est bien là-bas. Non, non, c'est pas Mais grave. parce que c'est bon, il y en a marre. On va avoir tous les meilleurs joueurs de la planète dans la même conférence. C'est bon, c'est pas intéressant. Et puis comme dans la conférence Est, Jason Tatum il sera blessé, c'est-à-dire que le meilleur joueur de la conférence ce sera Tyrese Haliburton ou Jalen Brunson. Ouais. Ouais, bah, il joue à l'Embiid et puis apte à jouer au basket. Donc, ouais, On verra, hein. Mais bon, c'est pas tant qu'on n'a ça pas vu pue. Embiid sur les deux pieds, Ça on pue va quand même, pas hein. voilà. Franchement, ouais. Mais ouais, donc du coup, j'en revenais sur ce point collectif, c'est que c'est vrai que c'est ta line-up à un seul intérieur qui fonctionne le mieux, en tout cas. On va dire voir comment ça va se passer contre Denver. DJ Dub sur Randle, est-ce que c'est Caruso qui va défendre Randle? On n'en sait C'est rien. possible là, ça y est, Mais c'est pas c'est l'arme impossible, hein. magique, c'est l'arme Bah, magique. il a défendu Jaren Jackson Jr. et Nikola Jokic. Bon bah, pourquoi Il va pas? défendre Gobert, hein, il va défendre Gobert. Pourquoi pas. Bon, après, il faut défendre un joueur qui Nasrid, produit offensivement. Nasrid, Nasrid. voilà, tu vois. Parce que Gobert, bon, Nasrid fait pas de post-up, mais ouais. Ouais, il s'écarte et tout. Ouais, je sais pas si c'est mhm. le mieux, mais ouais, non, c'est vrai que cette line-up à nos intérieurs, tu ressens le fait qu'aussi OKC a pas pu la tester sur une saison complète, quoi. T'as eu 20-25 matchs à peu près. Je pense Mm. même plutôt 20 parce qu'il y avait eu un peu de Chet qui revenait, qui repartait parce qu'il avait encore des petits pépins physiques, mais Je me demande si c'est pas 17, je crois, d'ailleurs, le chiffre exact. ouais, c'est possible. C'est possible que t'aies même pas atteint les 20, mais tu vois, tu manques t'as eu un peu de répétition, donc t'as pu mettre des choses en place pas mauvaises. On a commencé à avoir des relations Hartenstein-Chet sur du alley-oop, notamment des trucs comme ça. Mais c'est quelque chose que t'as pas pu expérimenter assez, donc ouais, je pense quand même que Dagnall va continuer avec ça, mais à voir combien de temps tu laisses ta line-up à deux grands sur la durée d'un match, parce que les faire starter, j'ai pas trop de doute là-dessus, mais par Mm. contre, comment tu utilises tes rotations derrière, ça c'est encore autre chose. Ouais, et puis le, 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 le dernier point moi que j'ai envie d'évoquer, et pour le coup c'est complètement dans la preview face aux Wolves, c'est que tu as quand même pu gérer tes minutes, les minutes de tes starters. Ouais. Et on en parlera quand on fera la preview, c'est que OKC, malgré le fait que le Thunder ait joué un match de plus que les Wolves sur cette campagne de playoff, arrive avec un niveau de minutage qui est quasiment le même au niveau de tes superstars par rapport aux deux superstars, j'ai envie de dire, de Minnesota. Au niveau de tes role-players, les role-players de Minnesota ont plus joué que les role-players d'OKC. Et là aussi, sur ce Game 7, bon, j'ai envie de dire que c'est pas le premier réflexe que tu as quand tu gagnes un Game 7, mais que à partir du moment où ça se produit, c'est plutôt positif, on va pas cracher dessus. T'as pu donner quasiment un carton de complet de repos à tes joueurs, sachant que tu joues dans 48 heures ce match 1 face aux Wolves, les Wolves qui n'ont pas joué depuis 5 jours. Mm. Ça fera une semaine, quasiment une semaine je crois, au moment où ils joueront le Game 1 qu'ils n'auront pas joué un match. Le seul joueur qui a joué beaucoup, entre guillemets, c'est chez Gideus Alexander. Il joue 36 minutes, mais j'ai envie de dire, c'est plus ou moins son minutage de saison régulière. J-Dub est seulement à 32, Chet est à 28, Hartenstein et Ludort sont à 17 chacun. Kayson est à 29, c'est bon, ça va pas trop l'user. 25 pour Caruso et 20 pour Aaron Wiggins. C'est que globalement, en termes de minutage, t'as pas trop poussé tes joueurs non plus. Tu les as pas usés jusqu'à la mort comme a pu faire Denver sur la série face aux Clippers, parce que tu n'avais pas toujours besoin, parce que tu as eu quelques blowouts, notamment au Game 2, qui ont permis de reposer les joueurs. Donc on va dire que tu n'arrives pas avec le même état de fatigue que ce qu'a pu arriver Denver sur la série face à toi, justement, en début de série. Surtout que tu restes à OKC entre le Game 7 et jouer le Game 1 face à Minnesota. Enfin, t'as pas de voyage à faire. Enfin bref, tu peux faire la récupération que tu veux. Donc on va dire que c'est un gros calendrier de saison régulière, mais en termes de minutage, au moins, tu as fait le nécessaire pour ne pas arriver complètement carbonisé sur ce début de série, en tout cas face à Minnesota. Oui, il y aura pas trop d'écart de fatigue entre les deux équipes, je trouve. Parce que c'est vrai que Denver, en plus, ils carburaient depuis un mois déjà en régulière Mm. pour se placer. Donc vraiment, ils sont arrivés. Enfin là, ils étaient cuits, hein, pour le coup. Quand Oui, tu ils vois les avaient plus de jus, blessés, ouais. enfin, ils en pouvaient plus. Et c'est normal, hein. Donc et tu vois, pour compenser le fait qu'OKC ait joué un peu plus en playoff que Minnesota en nombre de matchs, en tout cas, sachant que quand même contre Memphis, il y a eu un énorme blowout et même un plus 20. Donc les premiers matchs de la série contre Memphis, tu t'es pas trop usé. Et là, tu as eu un blowout au Game 2 et un blowout au Game 7. Donc en soi, t'as deux matchs dans cette série contre Denver où tu t'es pas trop usé non plus. En face, Minnesota, certes, ils ont joué un match de moins que toi, mais par contre, pareil, en régulière, ils ont dû plus carburer que toi pour se placer et pour Mm. éviter le play-in. Et les matchs qu'ils ont joués en playoff, ils ont quand même donné pas mal de minutes à leurs joueurs. Donc, ouais, pareil, on en parlera en preview de ce Thunderwolves, mais la fatigue sera pas un facteur déterminant dans la série pour le coup. En tout cas, j'espère pas. J'espère pas. Ça serait dommage. Tom a un dernier point à évoquer avant qu'on referme complètement le chapitre de cette série Thunder Nuggets. Peut-être un. Ouais, bah, est-ce que t'as un dernier point? J'aurai une autre question après à te poser. Mais est-ce que tu as un dernier point à évoquer?
Je pense qu'on a été pas mal. Au revoir Isaiah Joe, peut-être. Dernier point, mais coup dur. Coup dur à Isaiah Joe, ouais, là, c'était Peut-être que pareil. le 3 points qu'il va mettre au Game 7, peut-être que c'est ce qu'il fallait pour relancer la Peut-être. machine. C'est vrai que, mais il est même pas resté tout le garbage time, d'ailleurs. C'était assez étonnant. Il a joué 3 minutes et après il est ressorti. On a eu Ousmane Dieng et Dylan Jones. C'est pour C'était, ça, moi, je me dis, la théorie, c'est juste pour qu'il revoie la balle rentrer dans le panier et que ça ouais. peut lui remettre un petit coup de boost. Oui, on lui a pas mal donné la balle. En plus, il a eu 2 lancers. Tu sais, il a tenté d'aller un peu au panier et tout. Ouais, il a eu un peu de répétition sur le peu de temps de jeu Mhm. qu'il a eu. Donc, je pense que oui, il va être retesté par Mark Daigneault, qui n'est pas sorti définitivement. Mais c'est vrai que sur cette série, c'était très compliqué et à voir s'il arrive à se reprendre contre Minnesota. Mais pareil, on en parlera en preview, mais le mettre sur le terrain contre Minnesota, ça va pas être facile. T'as plus moyen, mais bon, T'as ça plus c'est. moyen que Denver, mais c'est pas évident quand même. Non, c'est pas évident, ça va être quand même assez compliqué. Et dernière question, est-ce que, Tom, pour toi, c'est la série qui fait passer OKC dans une autre dimension? Est-ce que c'est, tu vois, on parle souvent d'étapes d'avancement dans ton projet. Est-ce que en remportant cette série face à une équipe référencée, face aux meilleurs joueurs du monde, face à une équipe qui était championne en titre, est-ce que OKC vient de passer pas le dernier stade, parce que le dernier stade de ton projet c'est être champion, mais est-ce que OKC vient de passer un stade supérieur à ce que le Thunder pouvait, enfin au stade duquel se trouvait le Thunder avant le début de cette série face à Denver? Ouais. Ouais, pour moi, t'as passé un cap, même si ça a été laborieux, mais t'as passé le cap de, parce qu'on a déjà les caps de OKC dominant en régulière. C'était déjà le cas l'an dernier, et là, tu l'as été encore plus cette année. T'as le cap du OKC retrouve les playoffs et ça se passe bien. La série contre les Pélicans l'an dernier. Mais on n'avait pas encore ce cap de OKC tape une grosse équipe. Tape une équipe qui a de l'expérience de playoff, qui est un potentiel champion en fait, même si c'était plutôt outsider, tu vois. Mais Dallas l'an dernier, on perd contre eux, mais ils vont quand même en finale NBA, même s'ils arrivent un peu carbo et que la finale se passe pas très bien, mais ils vont quand même en finale NBA et ils tapent bien les Wolves quand même. Ils les tapent propre 4-1, enfin il n'y avait pas de suspense. Donc c'était quand même une grosse équipe. En plus, comme tu l'as dit, t'avais affronté Luka Doncic l'an dernier, là t'affrontes Nikola Jokic. Enfin, c'était quand même des gros morceaux, ne serait-ce que individuellement, avec des sidekicks au niveau, hein, parce que Kyrie Irving et Jamal Murray, c'est quand même pas rien en playoff. Mais Non, PJ Washington. ouais, PJ Washington, excusez-moi. Bah, PJ Washington, Aaron Gordon, hein, ça marche aussi pour le coup. Ouais, ça marche, ouais, Ça totalement. marche aussi. Mais et tu vas réaffronter Julius Randle, donc encore un poste 4 costaud, quoi. Athlétique, C'est bref. c'est chiant, c'est chiant. Si jamais ça va en finale, filez-nous les Knicks parce que sinon Pascal Siakam il va nous défoncer, quoi. Mais euh, mais ouais, non, t'as passé ce cap de tu tapes une grosse équipe et pour moi, même si OKC, même dans mes pronos d'avant playoff, je les ai mis champions. Pour moi, t'as cette série de playoffs qui te fait dire, ok, le Thunder, là, je pense que tu vois, pour les observateurs, dans les 4 équipes qui restent, le Thunder, c'est le favori pour le titre, tu vois. Ouais, tu regardes les codes de Vegas, Donc, OKC est grandissime favori. Ça voilà, veut ça veut rien pas dire dire, que ça hein. va se faire, hein. Ça Voilà. se trouve, ce seront les Pacers, hein. Les Pacers avec Andrew Ou les Neymar, MVP Wolves. des finales, hein. Ou les Wolves. Les Wolves, ils sont très sérieux d'ailleurs, hein. Bah, bien sûr. Mais, euh, mais en tout cas, t'as passé ce cap et pour moi, tu gagnes encore un peu plus de légitimité, je sais pas si c'est le mot, mais je Crédibilité. perçois encore plus de crédibilité, voilà. Je perçois encore plus de crédibilité. OKC est de plus en plus crédible comme une équipe, une future équipe championne, tu vois, parce que t'as cette série qui te montre qu'ils sont capables de taper une grosse équipe. Donc malgré des galères, malgré, tu vois, enfin, on a parlé de la capacité de résilience d'OKC où tu t'es retrouvé dos au mur 3 fois et tu t'en sors, quoi. Donc c'est quand même, ça c'est la marque des équipes qui gagnent le titre, c'est de s'en sortir dans ce genre de situation. Donc ouais, t'as passé un cap, clairement. Ouais, bah, je te rejoins. Moi, je conclurai, enfin, j'irai très rapidement. Je pensais pas, enfin franchement, je vais pas faire le mec. Hein. De toute façon, il y a des débriefs partout, donc je peux pas mentir. J'y croyais pas après, enfin j'y croyais plus après la fin du Game 1. Franchement, après la fin du Game 3, j'étais extrêmement sceptique. Quatrième carton du Game 4, j'étais tout autant. Quatrième carton du Game 5, j'étais tout autant. Enfin, il y a quasiment pas eu un moment où j'ai été optimiste sur la série, hormis après le Game 5. Et dès le Game 6, je me disais bon, on va se faire sortir. Donc je peux pas dire que j'étais particulièrement confiant. Mais malgré tout, la capacité que cette équipe a eu de se retrouver 3 fois au bord du gouffre, au bord de l'élimination, et à réagir et à s'en sortir, montre que tu as quand même une certaine résilience, comme tu l'as dit, qui fait que bah ouais, c'est peut-être cette résilience-là, et c'est peut-être cette maturité que tu as acquise malgré tout, plus le fait de sortir une équipe référencée, c'est la première
peut-être que tu coupes un peu référencé depuis ton retour en playoff, comme tu l'as évoqué. Peut-être que effectivement, c'est ce qu'il fallait pour que le Thunder passe un cap et pour que le Thunder, on puisse, même si c'est toujours pas le cas pour moi, on puisse commencer à envisager le Thunder comme une équipe qui peut être la dernière debout à la fin du mois de juin. Voilà. Sur ce, on va refermer le chapitre de cette série face aux Nuggets. Ça aura duré 7 matchs, ça aura été très long. Merci à toutes celles et ceux qui sont allés jusqu'au bout de ce débrief. Merci énormément à toutes et à tous pour votre soutien sur les podcasts débrief. Évidemment, c'est pas fini puisqu'il y aura une série supplémentaire à faire. Même si, comme d'hab, sur le match 6, on voit toujours les petits rapaces non abonnés qui viennent regarder, qui ne sont pas forcément fans de Casey, qui aiment bien l'odeur du sang, qui aiment bien quand on tape un petit peu sur certains joueurs. Vous pouvez vous abonner malgré tout. Ils viennent se délecter de notre somme. Voilà, ils ont bien raison. Ils ont bien raison, mais malheureusement, vous allez voir nos tronches encore un petit peu là. Ouais, après, s'il y a 4-0, ils vont voir nos tronches encore un petit peu, mais ils vont voir notre pas beaucoup. Voilà. Allez, au moins une semaine. Ouais, mais surtout dépité. Donc, bref, n'hésitez pas, comme j'ai dit, pour ceux où ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager. On le dit pas souvent, mais partagez sur les réseaux sociaux, même si Twitter masque tous les contenus qui viennent pas de Twitter. Bref, n'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires, des ressentis sur votre série. On arrive très très vite, parce qu'on n'a pas trop le temps de se reposer. Les choses s'enchaînent très rapidement pour la preview de la série face aux Wolves. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine pour la preview. Salut! Salut!